Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de profondeur de champ avec des exemples sur le terrain, mais aussi les différents paramètres qui rentrent en jeu comme l'ouverture, la focale, la distance de mise au point, mais aussi la diagonale du capteur et donc de son cercle de confusion. Après cette vidéo, vous aurez toutes les capacités pour gérer la profondeur de champ et elle n'aura plus aucun secret pour vous. Mais avant... Bonjour, c'est Vincent et Céric d'Art Virtuel et j'ai le plaisir de vous présenter cette vidéo. La profondeur de champ est la plage de netteté d'une image qui va du début à la fin de la zone de netteté. Alors soit on décide de mettre en avant l'ensemble ou quasiment l'ensemble de l'image dans la zone de netteté, c'est alors une photographie que j'appellerai descriptive. Soit on décide qu'une seule partie de l'image sera nette, et c'est ce que j'appellerai une photographie sélective. En fonction du type de photographie que l'on veut faire, on peut décider soit d'avoir une grande profondeur de champ, comme pour le paysage par exemple, ou une profondeur de champ réduite, comme pour le portrait. Cela dépend aussi du message que l'on souhaite transmettre au spectateur, sachant que l'on peut également transgresser les règles en toute connaissance de cause. Dans certains cas, il faut avoir de l'habitude ou de la technique pour choisir la bonne profondeur de champ et ce que l'on veut. Allez jusqu'au bout de cette vidéo et je vous indiquerai une astuce. Dans certains cas, ce n'est pas possible. Il faut utiliser par exemple un empilement de mise au point ou focus stacking en anglais. Dans d'autres cas, des filtres ND ou densité neutre pour réduire la profondeur de champ. Je vous parlerai dans d'autres vidéos du focus stacking et des filtres densité neutre en détail. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Pour le focus stacking, cela permet d'empiler plusieurs mises au point et cela peut s'avérer fort utile en macro ou proxy photo quand la profondeur de champ est quasiment inexistante. Pour les filtres ND, le fait de mettre par exemple un ND64 de 6 stops ou arrêt, cela permettra d'ouvrir le diaphragme jusqu'à une valeur maximale de 6 IL de décalage, si on ne touche pas les ISO ou la vitesse évidemment, et donc de passer à une grande ouverture et par là même donc une faible profondeur de champ. Vous voyez que l'on peut s'en servir non seulement pour des vitesses lentes, mais aussi pour réduire la profondeur de champ. Revenons sur le sujet de la vidéo, la profondeur de champ. Dans la majorité des cas, on peut agir sur 3 paramètres, le 4e n'est pas modifiable et dépend de votre capteur. La profondeur de champ dépend donc de l'ouverture, le plus souvent de 8,4 jusqu'à f16, voire 22, de la focale, le plus souvent 24 mm jusqu'à 200 mm, voire plus ou moins, et ensuite de la distance de la mise au point par rapport au sujet. Mais aussi, et c'est moins connu, le cercle de confusion que je parlerai en fin de vidéo, donc allez jusqu'au bout. Selon le sujet à photographier et l'histoire que l'on veut raconter, on va utiliser plus ou moins de zones nettes. Si on ne peut pas agir sur le cercle de confusion qui est lié au capteur comme je viens de le dire, on peut par contre agir sur l'ouverture, la focale et la distance de mise au point entre l'appareil et le sujet. La profondeur de champ et ce que l'on en fait est capital pour donner de l'impact à votre image. Il ne faut surtout pas négliger cet aspect et je vous invite à regarder cette vidéo ici à droite où je vous explique que pour moi, le plus important dans mes réglages, c'est d'abord la priorité à l'ouverture, même pour l'animalier, où d'abord je réfléchis à la profondeur de champ et ensuite à la vitesse. Oui, allez-y, regardez. C'est aussi ce qu'on appelle le mode semi-automatique que l'on retrouve sous les APN sous le sigle A ou AV. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant sur l'ordinateur chaque point, chaque réglage pour ne rien manquer. L'ouverture est un paramètre important et facile à utiliser. Il vous permet de jouer avec la profondeur de champ sans bouger ou changer de cadrage. Plus l'ouverture est grande comme 2.8 ou f4, plus le diaphragme sera ouvert et plus la profondeur de champ sera petite. A l'inverse, plus le diaphragme est fermé, plus l'ouverture est petite, plus le chiffre est grand comme f11 ou f16 et plus la profondeur de champ sera grande.
J'ai mis ici en haut à gauche des informations sur les données EXIF, donc par exemple ici la vitesse, l'ouverture, les ISO et aussi la focale. C'est donc une série de photographies dans une des raies d'un champ de vigne avec des piquets espacés tous les 4 mètres. Au fond, on a un champ d'olivier à 60 mètres environ. La mise au point est faite sur le deuxième piquet, c'est-à-dire ici, qui est situé à 8 mètres. Avec cette photographie, on a une focale de 50 mm, une ouverture de 1,4, c'est-à-dire un objectif très lumineux que l'on n'a pas forcément quand on débute. Mais au moins, vous verrez l'impact que cela peut avoir et la relation entre l'ouverture et la profondeur de champ. On remarque que la netteté ne se situe qu'autour du deuxième piquet, qui se situe à 8 mètres de mon boîtier, je vous le rappelle. J'ai fait un petit calcul, et qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous, et j'obtiens une profondeur de champ de 2,11 mètres environ, soit 44% devant et 56% derrière. On voit qu'on n'est pas forcément dans le mythe du 1 tiers net devant et 2 tiers net derrière que l'on entend des fois. Mais ce mythe est quand même une bonne base, soit dit en passant. Donc c'est net à partir de 7,08 mètres à environ 9,19 mètres. Je vais prendre la photographie 25, changement d'ouverture à 2,8. 2,8 reste une ouverture dite encore lumineuse. Ouf, cette fois-ci, nous sommes comme la vieille règle de papy, 1 tiers devant, 2 tiers net derrière, soit à peu près 6,35 mètres à 10,80 mètres, ou encore net sur une étendue de 4,45 mètres. Mais les oliviers sont encore flous. Alors je peux zoomer là pour que vous le voyez. On voit ici mon piquet qui est net, et ensuite ça devient flou. Je vais maintenant passer à la photo 26, et maintenant qu'est-ce que je remarque? Je suis passé à une ouverture de f8, et on voit une différence dans la profondeur de champ. Les feuilles des premiers oliviers au fond sont encore floues, car la zone de netteté s'étend de 4,61 m à 30 mètres, mais c'est mieux. Alors pour plus de visibilité, je vais passer à 33%, sachant que c'est à 100% qu'on peut vraiment juger de la netteté, mais on va faire assez simple dans cette vidéo. Dans le film fixe, je viens sur la 27 et je vois que la 27 est fermée à f16. Cela fera râler les puristes pour le piquet. Il est vrai que l'on attrape de la diffraction quand on ferme trop le diaphragme et qu'il est préférable de faire la mise au point à ce que l'on appelle l'hyperfocale, mais revenons à nos agneaux. Moutons. Soyons pragmatiques. Les feuilles sont cette fois-ci nettes, je vais donc me mettre à 100%, et on est net de 3,24 mètres à l'infini. Allez, on résume. Plus l'ouverture est grande, avec un petit chiffre comme 2,8 ou 4, et plus la profondeur de champ, autrement dit la zone de netteté, est faible. Inversement, plus on ferme notre diaphragme vers 11, 16 ou encore 22, plus la profondeur de champ devient grande, c'est-à-dire la zone de netteté augmente, plus on ferme l'ouverture vers de grands chiffres. Si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce en l'air, mettez un commentaire, c'est bon pour le référencement et cela me motive à vous proposer d'autres vidéos, merci. Maintenant on va parler de la focale. Alors, je vous présente le dernier né, elle a un Ricoh 24-36 argentique, non je rigole, il a presque 50 ans. On a ici un zoom, alors là on pompait, on disait ça à l'époque, et on a ici un diagramme avec des couleurs, et plus on zoome, donc on apporte la bague vers le réflexe, vers le boîtier, on voit ici que la profondeur de champ dégringole. Là c'était vachement intéressant. Plus la focale est courte, plus l'angle est important, et plus vous verrez d'informations dans votre viseur. On parle aussi de grand angle. Donc avec un grand angle comme un 24 mm, on aura plus de profondeur de champ qu'avec un téléobjectif de 200 mm. Inversement, plus la focale est longue, plus l'angle est petit et plus vous agrandissez la scène à photographier. Quand on a un zoom, on s'aperçoit que lorsqu'on zoome, plus la profondeur de champ baisse car on change la focale. Je ferai une vidéo sur les notions de focale et toutes leurs propriétés. Je passe à la photo 16, 24 mm de focale, donc un grand angle avec une ouverture de f8. La mise au point est toujours sur le deuxième piquet, soit à 8 mètres, mais ce 8 n'a rien à voir avec l'ouverture, on est d'accord.
Cette fois-ci, la zone de netteté va de 1,91 m à l'infini et c'est ce que l'on observe ici. Je vais prendre la 19. La 19, une focale de 50 mm pour une ouverture toujours identique. Cette fois-ci, on passe d'une zone de netteté de 4,61 m à environ 30 m, donc les premières feuilles des oliviers ici au fond sont encore floues. Allez, on continue. Je vais prendre ici dans le film fixe la 12. On voit cette fois-ci que la focale est à 200 mm avec un 24-36 pour toujours f8 et toujours la même distance de mise au point. La zone de netteté s'étend de 7,66 à 8,38 m. La profondeur de champ n'est plus que de 72 cm. Je vais donc prendre la 12, la 16 et la 19 et appuyer sur ensemble. Si on ne voit ici pas trop de différence et encore, on voit ici qu'avec un 200 mm, la profondeur de champ est vraiment réduite. Allez, on poursuit. Regardons maintenant l'influence de la mise au point sur la profondeur de champ. Plus la mise au point est proche d'un sujet et plus la profondeur de champ est courte. Je viens de prendre la photo 30 faite à une focale de 50 mm et à une ouverture de f8. Cette fois-ci, la mise au point est faite à 2 mètres sur le piquet juste devant. Cela devient très vite flou derrière. La zone nette ne s'étend que sur 74 cm. C'est net de 1,70 m à 2,44 m. Le piquet de devant est net, mais déjà le second est flou. On va regarder maintenant la 31 et ici, seule la mise au point change. Elle se fait sur le deuxième piquet, donc 2 plus 4 égale 6 mètres. Les maths nous donnent une zone de netteté de 3,87 m à 13,31 m, soit 9,44 m de zone de netteté. Je vais sélectionner la 31 et la 30 et appuyer sur Ensemble. On voit ici une différence. Cette différence est tout simplement d'une zone nette de 74 cm à 9,44 m. Donc plus la mise au point est rapprochée, plus la profondeur de champ est faible. C'est une énorme différence. Je vais maintenant passer à la photo 28. La 28 a une profondeur de champ à 1,4 et une mise au point à 2 mètres. Regardez ce bokeh, il est superbe. Le bokeh signifie flou en japonais. On comprend vraiment ce que l'on peut en tirer pour un plein format 24-36 et avec une grande ouverture. Pour le portrait, avec un objectif à 85 mm ou 105, on pourra très vite isoler un sujet avec cette ouverture. Les APS-C ne sont pas en reste avec des capteurs qui sont le plus souvent autour de 16-24, mais la profondeur de champ sera plus grande et le bokeh un peu moins généreux. On ne peut pas tout avoir, mais pas d'alerte tout de même. Pour les petits capteurs comme des 4/3 ou 1 pouce, cela deviendra par contre beaucoup plus difficile pour obtenir de beaux résultats avec de beaux bokehs. On verra tout ça plus loin dans la vidéo. On va regarder maintenant la 28 et on va la comparer à la 32. La focale et l'ouverture sont les mêmes, c'est-à-dire 50 mm 1,4. La 28 a sa mise au point à 2 mètres, tandis que la 32 a sa mise au point à 6 mètres. S'il fallait encore le démontrer, plus la mise au point est proche, plus la profondeur de champ est courte. On passe ici de 13 cm à 1,18 m. Je vais les passer en mode ensemble et on voit vraiment la différence. Il est bon de noter que tout objectif a une distance minimale de mise au point. Vous ne pourrez pas vous approcher autant que vous voulez au risque que l'appareil soit incapable de faire le point de manière nette. Il faudra alors reculer. La distance minimale de mise au point varie d'un objectif à l'autre, par exemple de 23 cm ou de 1,50 m ou encore de 2,50 m pour les gros télés. Et cela par rapport au plan du capteur. Par exemple, un objectif à 200 mm, la mise au point minimale est parfois de 1,50 m. Il faut lire les spécifications techniques. Dans le cas de la macro et lors de la mise au point très rapprochée, la profondeur de champ peut dans certains cas être de l'ordre du millimètre, voire inférieur. On va maintenant parler du capteur et du cercle de confusion. En fonction de la diagonale de votre capteur, vous allez trouver des limites en ce qui concerne la profondeur de champ pour les zones floues. Prenons un capteur APS-C comme le Nikon D500.
La taille est de dimension 15,7 par 23,5 mm, soit environ 28,26 mm de diagonale. On a alors C égale 28,26 que divise 1500 égale 0,18, soit environ 0,19 mm de cercle de confusion. Yaï, mais de quoi je parle? Pas de panique, cela va bien se passer. Abordons cette notion entre tâches et points. Le cercle de confusion ou raccourci CDC est un diamètre limite entre ce qui peut sembler être un point net et un point flou. Peut sembler. J'emploie ce mot car il est subjectif et dépend entre autres de l'acuité visuelle de l'observateur, mais aussi d'autres facteurs que je n'aborderai pas ici. Une bonne acuité revient à 10 sur 10. Néanmoins, on peut trouver un consensus sur le cercle de confusion et presque lever cette subjectivité. La relation C égale D sur 1500 est très utilisée, mais n'est pas la seule. Elle reste empirique et est liée à la photographie, donc j'écarte le cinéma, la vidéo. D étant la diagonale du format. Prenons l'exemple du 24-36 full frame de Nikon, le D810. Le capteur fait 24 par 35,9, donc sa diagonale est de 43,18. Donc, si on suppose une bonne acuité visuelle, on aura par exemple C égale 43,18 que divise 1500, le cercle de confusion est donc de 0,029. Le 810 à 0,029, comme la plupart des 24-36, ok. Et pour le D500 en APS-C, on a vu 0,019, donc plus petit. Pour le Canon G12, le capteur est de 5,6 par 7,5 mm, soit C égale 9,36 que divise 1500 égale 0,07 de cercle de confusion, encore beaucoup plus petit. Allez, maintenant on va regarder l'impact que cela peut avoir sur la profondeur de champ. Je vais prendre la photo 39, je vais passer en mode loupe, et dans les exifs, je vois qu'il m'indique pour le capteur du G12, donc format 1 pouce, 30,5 mm de focale. Ce 30,5 correspond à 140 mm en 24-36. Donc on a ça pour une ouverture de 4.5. Et maintenant on va regarder avec un APS-C la photographie numéro 41. Dans ce cas-ci, il nous dit 95 mm, on le reporte au 24-36, ça fait 142. Donc d'un côté on a 140 et de l'autre 142, c'est à peu près équivalent. Dans ces deux cas, rien ne change entre ces photographies. Je vais les mettre en mode ensemble, même ouverture, même focale et même distance de mise au point. Seul le capteur est différent. On s'aperçoit que plus le capteur est grand, plus la profondeur de champ pourra être réduite. C'est un énorme avantage. Car si on souhaite isoler un sujet dans une scène pour ne pas perturber le message de l'image, ce sera plus facile avec un grand capteur. A l'inverse, avec un petit capteur, il sera difficile, voire impossible, de faire une photographie dite sélective avec une faible profondeur de champ, comme des portraits. Pensez-y avant de faire l'achat, car cela peut être un handicap ou pas si vous cherchez à avoir le maximum de netteté tout le temps. Allez, maintenant on va aborder la notion d'hyperfocale. C'est une notion fondamentale pour par exemple la photographie de paysage et lorsque l'on veut un maximum de netteté sur l'image. Ce sont alors des photographies dites descriptives. J'en ai parlé au début de la vidéo. Alors, si on fait une mise au point à l'infini, l'hyperfocale est la distance à partir de laquelle l'image devient nette. Le calcul tient compte de nombreux facteurs, autant théoriques, aberrations, etc., que pratiques, comme le pouvoir séparateur de l'œil, entre autres, sans que cela ne soit exhaustif. Mais les bases sont posées. Si au lieu de faire cette mise au point à l'infini, on le fait à l'hyperfocale, il est généralement admis que l'image sera nette à partir de la moitié de la distance de l'hyperfocale. Donc grâce à cette notion, on augmente la profondeur de champ. Alors pour aller vite dans la compréhension de ce que l'on vient de parler, je fais par exemple une mise au point qui est à 10 km. Et ma zone de netteté commence à 100 mètres. 100 mètres est alors ma distance hyperfocale.
et je décide finalement de faire cette mise au point à 100 mètres. Eh bien, je vais gagner la moitié de cette distance, c'est-à-dire 50 mètres. Et je serai donc net en me mettant la mise au point à 100 mètres, dite hyperfocale, de 50 mètres à 10 km. Alors on va faire un exemple encore plus concret, on va passer à une pratique avec une photographie. Sur cette photographie donc de paysage pris dans le massif des Écrins, je souhaite un maximum de netteté mais aussi du piqué. Le piqué pourrait être assimilé à du contraste local qui donne un tranchant à la netteté. Pour le piqué, j'ai choisi f8, mais aussi les ISO natifs du D700 qui sont de 200 ISO pour le maximum de rendu, donc encore le piqué. Si j'avais fermé f11, je serais passé à 1/40e de seconde. Le risque de bouger à 1/40e est alors présent et je ne veux toujours pas monter les ISO. Sur ce spot, il faut aller très rapidement car les nuages en haute altitude risquent de masquer de nouveau l'Olan. L'Olan, la montagne en face qui culmine autour de 3500 mètres. Ce sera donc 100 pieds, pas le temps d'aller retourner le chercher. Si j'avais fait la mise au point sur la montagne, j'aurais une profondeur de champ de 5 mètres à 6 km, voire plus, et donc la vue au premier plan de cette eau transparente serait floue et mes cailloux aussi, et je ne voulais pas surtout ça. J'ai donc fait le point à l'hyperfocale. Alors dans la pratique, je vais vous le montrer sur ce deuxième document, l'hyperfocale se situe à peu près ici. Il suffit de faire la mise au point autour du premier tiers de l'image pour être à peu près à cette hyperfocale. J'ai donc fait ma mise au point à 5 mètres, ce qui m'a permis d'être net à partir de 2,50 m environ jusqu'au bout. J'ai gagné donc 2,5 mètres et j'ai pu mettre en avant la transparence de l'eau pour même voir le fond de ce lac et les cailloux. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Le responsable de la petite raie sur le nez, c'est Photon. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, activez la cloche. Si vous avez besoin de la regarder de nouveau, parce que vous êtes débutant, regardez-la. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.